4 heures du matin. J'arrive pas à tenir debout à cause des rafales de vent à plus de 100 km/h. Il fait environ moins 30 et on grimpe depuis plus de 10 heures. Je vois rien devant moi à plus de 3 mètres. De temps en temps, mon guide me demande si ça va, et je réponds toujours que oui, alors qu'en vrai j'ai peur. Je me dis que ça va aller, mais j'en sais rien. J'ai mes mains qui gèlent, mon masque de ski m'a lâché, mais ça compte pas, parce que je sais que je vais atteindre le sommet. Mais à un moment, mon guide s'arrête. Il cherche le chemin, il finit par me regarder et il me dit « Je sais pas si on va y arriver ». Entre fin 2021 et début 2022, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. À ce moment-là, j'avais un taf de consultant. Je travaillais, j'avais 5 heures de trajet par jour, 2h30 le matin, 2h30 le soir. Je m'entraînais beaucoup et j'adorais ça. Mais avec le temps, et surtout en faisant des nouvelles expériences, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. En fait, quand j'ai commencé à faire 2-3 expériences comme partir tout seul en vélo en Allemagne ou aller randonner dans les Vosges pendant un week-end, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ces choses-là qui me faisaient vibrer, qui me faisaient me sentir le plus en vie. Parce que j'adorais le travail que je faisais, mais ça serait mentir si je disais que quand j'ai fait ce travail-là, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire toute ma vie. Alors que par contre, quand j'ai fait ces expériences-là, ou quand j'ai traversé la France à vélo avec mes meilleurs amis, ça, je me suis dit, putain, je veux faire ça toute ma vie. Et en fait, un jour, ce qui s'est passé, j'étais dans le train pour aller au travail, et en fait, je tombe sur un documentaire. Un documentaire qui s'appelle 14 8000. C'est un documentaire qui retrace le projet d'un mec de gravir les 14 plus hautes montagnes du monde à plus de 8000 mètres. Faut savoir que avant lui, le record, il était de 7 ans, et ce mec-là, il a débarqué en disant « Salut, je vais le faire en 7 mois ». Tout le monde l'a à moitié pris pour un fou. Moi, je regarde ça dans le train. Je vois cette expérience, je vois tout ce qu'il a fait. Et en fait, ça me transcende. Genre, je saurais pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais ça m'a marqué. J'ai adoré ça. Et en fait, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et grâce à tout ce que j'avais pu faire avant dans ma vie, je me suis dit, mais il n'y a aucune raison qu'en fait, si ce mec-là, il fait ça, moi, je puisse pas le faire. Et du coup, je me suis dit, ok, t'as pas d'expérience d'alpinisme, t'as pas d'expérience tout court, t'as juste fait 3-4 randos max dans ta vie. Vise pas l'Everest, vise pas des plus de 8000 ou des trucs où tu as des chances de mourir. Vise quelque chose d'un peu plus safe, d'un peu plus proche. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le Mont Blanc. À ce moment-là, je suis toujours dans le train, je viens de terminer le documentaire. Je tape tout simplement Ascension Mont Blanc dans Google. Le premier lien, c'est la compagnie des guides de Chamonix. Et je vois Ascension, 2500 €, 3000 et tout. Je me dis, mais j'ai pas assez d'argent pour mettre. Je peux pas mettre ça dans une ascension, ça me coûterait trop cher. Et je vois quoi ? Un format Alpitrail à la journée qui consiste à partir tout en bas de la vallée et à monter au sommet d'un coup. Pour en gros expliquer en quoi est-ce que ce format-là il est particulier, en général quand tu fais l'ascension du Mont Blanc, tu pars du premier refuge où tu montes en train, tu vas jusqu'au deuxième refuge, tu dors, et ensuite soit tu montes au dernier refuge et tu fais une petite pause et après tu fais l'ascension, soit tu pars direct. Donc ça se fait toujours sur à peu près 2 jours, 2-3 jours. Et moi je dois le faire en moins de 24 heures. Ça veut dire beaucoup moins de pauses, ça veut dire beaucoup plus éprouvant physiquement, et ça me plaît. Quand je me renseigne pour pouvoir faire le Mont Blanc, je vois que ça va être assez compliqué en termes d'organisation, etc. Mais je vois surtout que la période, c'est entre juin et quelque chose comme août, je crois. Et c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai qu'à le faire pour mon anniversaire. Et c'est comme ça que je me retrouve du coup à devoir prévoir le 20 juillet 2023 l'ascension du Mont Blanc. Sauf qu'à ce moment-là, quand j'ai ce projet, ma vie, elle fonctionne pas avec ça. Je travaille, je peux pas poser de vacances comme je veux. C'est un projet qui va me demander énormément d'entraînement, beaucoup de temps, d'énergie. Et à ce moment-là, je peux pas consacrer tout ce que ce projet demande. Surtout qu'on parle pas de partir le week-end comme j'ai déjà pu faire, où ça peut un peu se prévoir à la dernière minute. Là, on parle d'un projet beaucoup plus demandant en termes de temps, d'énergie, d'organisation, de tout. Et surtout, j'ai pas envie de prendre ça à la légère parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Et parce que j'ai beau avoir une bonne condition physique, on parle du plus haut sommet de l'Europe. Et c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose de très important. À ce moment-là, quand je travaille au Luxembourg, je fais mes études en alternance. Donc je vais quelques jours en cours et je travaille. À la fin de l'année, quand je termine ma licence et que je suis censé partir au master, je décide de tout changer dans mes plans. Je décide de ne pas aller en master, d'arrêter mes études et de partir voyager. J'ai envie de prendre du temps et de faire des projets personnels et de m'y consacrer comme le Mont Blanc parce que je me suis rendu compte que c'était ça qui me faisait vivre et j'ai envie de me donner une chance de pouvoir faire ça de ma vie. Alors je suis parti. Je suis d'abord parti 3 mois au Canada, à Montréal exactement, et c'était génial. C'était exactement la bouffée d'air dont j'avais besoin après être sorti du travail. C'était exactement l'endroit où j'avais besoin d'être à ce moment-là.
C'est-à-dire que j'ai rencontré plein de gens, j'ai découvert des nouvelles cultures, un nouveau pays. Et j'étais à ce moment-là dans une période de ma vie où je testais des nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai posté ma toute première vidéo YouTube. Je commence à poster pas mal de choses sur les réseaux, je commence à organiser mon entraînement plus spécifiquement à l'alpinisme ou en tout cas à la randonnée, surtout dans un travail de résistance, là où avant je faisais beaucoup de poids de corps, de street workout ou des choses comme ça. Donc c'est plein de nouvelles choses que je découvre et le fait d'être à Montréal, c'est génial. Ensuite, je reviens pour les fêtes et je repars en Thaïlande quelque chose comme 2 semaines plus tard et je me retrouve dans une ferme au beau milieu du nord de la Thaïlande à pouvoir presque faire de l'escalade tous les jours avec des gens fantastiques que j'ai rencontrés, avec la personne qui nous a accueillis, qui nous a tout donné, qui était vraiment un amour juste tout simplement. Et on a pu du coup faire de l'escalade tout le temps. Pareil, ça me renforçait niveau entraînement quelque part. Et ça, c'était hyper pratique pour moi. Je suis pas resté beaucoup en Thaïlande, je suis resté moins longtemps. Je suis rentré en France et quand je suis rentré, j'avais pas trop le moral. En fait, quand je rentre en France, il y a tout un cocktail d'événements, de circonstances qui fait que ça va pas hyper bien. Ça va pas hyper bien et ça influe sur mon ambition, mon envie de vouloir faire certaines choses. Je veux dire, je pense de moins en moins au Mont Blanc, je pense de moins en moins à ce que j'ai envie de produire, de faire, etc. Et là où les 6 mois de voyage que j'ai eu avant, ils m'ont mis au max, cette période-là, justement, elle vient un peu me faire remettre les pieds sur terre à plein de niveaux différents et qui me force à en fait comprendre que la vie, elle te rattrape en fait d'une certaine manière. Donc, je me laisse énormément aller. Laisser aller, ça veut dire plus s'entraîner, faire beaucoup de soirées, pas trop dormir, beaucoup boire. Mine de rien, je finis par plus trop penser à ce que j'ai réellement envie de faire et juste je vis le moment présent en sacrifiant le futur en quelque part parce que tous les jours je sais ce que je devrais faire, je pense à tous ces trucs là et ça me rajoute plus d'anxiété et de stress qu'autre chose et du coup je décide de tout enfouir en se disant que le temps va faire son travail et que ça va aller mieux. Surtout que dans mes projets, je suis censé partir 3 mois dans les Alpes pour pouvoir m'entraîner bien plus spécifiquement et concentrer la fin de mon entraînement sur tout ce qui est randonnée, alpinisme, acclimatation à l'altitude, etc. Mais impossible de trouver un endroit. Donc c'est pas tellement la forme. Mais tu vois, s'il y a un truc que du coup j'apprends beaucoup, que j'ai beaucoup appris sur cette période-là, c'est que en fait le temps, en général, il fait pas mal son travail, tu vois. Le temps avec les potes, avec la famille, et ça fait que ça va mieux. En fait, je me sens de mieux en mieux. Qui dit que ça va mieux, qui dit l'entraînement revient. Du coup, je suis bien déter à pouvoir m'entraîner et à pouvoir me dire, ok, là, on va mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Du coup, je commence mon entraînement beaucoup plus intensif que ce que j'avais prévu parce que je me dis, ok, je me suis pas entraîné sur les 2 derniers mois là, il faut que j'y aille. À ce moment-là, on est en avril-mai, on va dire. Je reprends la course, je reprends l'entraînement au poids du corps, je m'entraîne beaucoup et je commence à m'entraîner avec des formats qui vont être spécifiques au Mont Blanc. C'est-à-dire, je commence à m'entraîner avec beaucoup moins de sommeil parce que je sais que je vais partir à 21h au Mont Blanc et que toute la nuit, je vais pas dormir. En sachant que je vais pas beaucoup dormir au Mont Blanc, je me dis il faut que je m'entraîne sans sommeil et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire le 4-4-48. Je fais cette vidéo là, je fais ce challenge là et ça me fait beaucoup de bien parce que à côté de tout l'entraînement qui reprend, je vais de mieux en mieux et plus le temps passe et plus je me sens bien. Et ça se termine très bien parce que je finis par trouver une maison pour aller dans les Alpes. Et à ce moment-là, on est début juin. En arrivant dans les Alpes, je suis tout seul et ça me fait drôle. Ça me fait drôle parce que les 3 derniers mois, je les ai passés H24 à vivre avec des potes. Et du coup, le fait d'un seul coup se retrouver dans un énorme chalet, parce que je me suis retrouvé dans un truc... Je me suis retrouvé dans un chalet de fou. Et les seules missions que j'ai, c'est donner à manger aux chats, arroser les plantes. Il n'y en a pas d'autres. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je suis trop content. Parce que ça va me donner un temps incroyable pour pouvoir m'entraîner. Et moi, c'est tout ce que je demande. Et c'est à ce moment-là que je pars dans, je pense, une des périodes d'entraînement les plus intensifs et les plus géniales que j'ai eues de ma vie.
tous les jours. Je vais dans la montagne quasiment tous les jours, je pense. Je m'entraîne le matin, l'après-midi, 2 fois par jour parfois. Et surtout, je suis dans un paysage incroyable. Je me vois avancer, je me vois progresser. Plus le moment se rapproche, et plus je me dis, mais je vais le bouffer. Je me sens, à ce moment-là, je me sens dans une forme que j'ai jamais vécue avant. Je me retrouve à faire des choses que j'ai jamais faites. J'ai couru un trail de 50 km, alors que si vous l'avez vu encore dans une autre vidéo que je remets là avec mon pote Sacha, vous savez que j'avais couru 2 heures sans m'arrêter et que j'avais fait, je crois, 18 ou 19 km. Là, je cours pendant 10 heures et je fais 50 bornes. Et alors, évidemment, c'est pas la même chose. Dans un trail, c'est différent, etc. Mais pour moi, c'est un putain d'exploit. Et à chaque fois, toutes ces petites briques que je viens d'ajouter, elles renforcent ma confiance et elles renforcent ce truc que j'ai au fond qui me dit t'en es capable, ça va le faire, ça va marcher. Et en fait, t'as juste à continuer et à croire en le système que t'as mis en place, en fait. Parce que c'est un système que je mets où tous les jours, je suis cadré, je fais ce que j'ai à faire. Je me mets même à faire des défis mentaux, à la fois pour créer du contenu et aussi pour me renforcer mentalement, où je fais des choses du style me lever à 2h du matin et maintenir une position d'otage pendant 1 heure, faire une randonnée pieds nus, fixer un mur pendant 1 heure, qui sont des choses où je me dis ok, tout le monde doit pouvoir le faire et ça doit juste être mentalement très contraignant. Et j'adore tout ce que je fais à ce moment. C'est la veille de l'ascension et je reçois un appel du guide avec qui je suis censé faire l'ascension. Ce que le guide m'explique, c'est qu'il y a un orage de prévu pour le moment où on veut faire l'ascension. Il m'explique que l'orage qu'il va avoir, on parle pas d'une petite pluie ou quoi, on parle d'une vraie tempête. Et à ce moment-là, il me propose 2 choix. Soit on fait autre chose, soit on le tente en prenant le risque de ne pas pouvoir atteindre le sommet. Moi, je repense à tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces derniers temps, et je me dis qu'il n'y a pas moyen que je prenne pas le risque en fait. Je me dis mais ok, peut-être que je pourrais pas monter jusqu'en haut, mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas partir d'un coup en me disant ah non, je préfère monter le sommet du Grand Paradis ou de je sais quel sommet plus bas, juste pour me dire ah j'ai fait le sommet. En fait, ça compte pas à ce moment-là. Le fait d'aller haut, d'aller à telle hauteur, ça compte pas pour moi. C'est juste le fait de finaliser ce projet qui est dans ma tête depuis 1 an et qui me prend du temps, de l'énergie et surtout pour toute l'implication que j'ai mis dedans. Donc je lui dis écoute, on prend le risque. On part, tu me dis l'heure qu'il faut, tu me dis si on doit partir plus tôt, plus tard ou quoi, on y va. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que je veux pas me poser la question de oh, qu'est-ce qui aurait pu se passer si j'avais décidé de le faire. Et donc, on se retrouve à partir beaucoup plus tôt. On était censé partir vers 21h et on finit par partir à 18h pour essayer d'esquiver l'orage parce que l'orage est censé arriver vers 3-4 heures. Et donc, on se dit, bon, bah, plus on est rapide, plus on commence tôt, plus on a de chance d'arriver au sommet. Alors, paradoxalement, la première partie de l'ascension, on commence de la mairie des Ouches, qui est une petite ville à côté de Chamonix. On doit atteindre le refuge de la Tête Rousse, qui se situe à 3400 mètres d'altitude, environ. On part d'environ 1000 mètres, donc on a 2500 mètres à peu près de dénivelé à faire en quelques heures. C'est techniquement la plus facile, mais c'est ce qui, avec le recul, je me dis, physiquement, a été la plus éprouvante. Mais pas d'un point de vue physique, en mode oh, c'était extrême ou quoi, juste d'un point de vue musculaire, parce que mon guide, il traçait. On a mis 3h40 à monter, on a fait 15 km et 2200 mètres de dénivelé, ce qui est énorme. Je veux dire, tu fais jamais cette distance-là aussi rapidement et surtout avec un dénivelé aussi énervé parce qu'en fait, faut imaginer que c'est que de la montée non-stop. Je vois déjà des paysages magnifiques, je vois déjà toute la vallée du massif du Mont Blanc devant. C'est incroyable, c'est génial et je suis en train surtout de me dire que je suis en train de réaliser mon rêve. Et ça fait un bien fou, ça fait du bien de se dire ok j'y suis et là je donne tout et j'ai beau être à la traîne et avoir mal à respirer ou quoi parce que j'ai serré trop fort mon harnais pour filmer avec ma GoPro, je me dis putain vas-y, ça fait 1 an que ma vie tourne autour de ce truc là, je donne tout ce que j'ai. On finit par arriver au coucher de soleil au refuge de la Tête Rousse, on croise même des petites chèvres. Enfin des grosses chèvres en liberté. Et on finit par arriver les pieds dans la neige au refuge de la Tête Rousse. Bon, je parle pas très fort parce qu'on est dans le premier refuge et qu'il y a le dortoir à côté. On a atteint le premier refuge, il est un peu moins de 10h, donc on est en avance. On a mis 3h40 pour monter. Là on va manger, on fait une pause.
Et après, on attaque la partie beaucoup plus alpinisme et plus vénère, on va dire. Pour l'instant, ça va. Ça a été compliqué, mais on avance. Et puis, pour l'instant, ça s'avance bien. On fait une première grosse pause au refuge de la Tête-Rousse. On prend à peu près 30 minutes, on mange un bout, on se repose. On regarde surtout l'évolution de la météo parce que, en vérité, c'est toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête. Et ça s'annonce plutôt bien. On est rapide, on est parti en avance, donc on a du temps devant nous. Et on va surtout commencer par rentrer dans les parties les plus intéressantes. En repartant, l'ambiance elle change d'un coup. Là, il n'est plus question de rando ou quoi. Là, on commence à rentrer dans la partie alpinisme. Ça veut dire qu'on est accrochés l'un à l'autre, on se suit, on est encordés. Et on va passer à ce qu'on appelle le passage du goûter. Alors le passage du goûter, c'est, pour la voie que j'ai faite, c'est l'un des passages qu'on dit les plus exposés. Exposé, ça veut tout simplement dire risqué ou qui est le plus exposé à des dangers, on va dire. Il faut imaginer un énorme couloir d'une largeur de probablement un peu moins de 100 mètres. Donc il faut imaginer une énorme pente qui est remplie de rochers, plus ou moins gros, et nous on doit monter à côté de ça. Et en fait le problème qu'il y a, c'est qu'en grimpant, des fois on peut faire tomber des rochers sur cette énorme pente. Pente que des gens traversent du coup. Et le problème c'est que dans la mesure où c'est une énorme pente, les rochers ils s'arrêtent pas, et du coup parfois il y a des gens qui se retrouvent emmenés par les rochers et qui finissent par mourir. C'est souvent là que les gens meurent. Du coup c'est un passage qui est particulièrement stressant, qu'on arrive à passer sans problème. Ensuite, on se retrouve avec une espèce de portion de 2 heures d'escalade où moi, je suis en pur kiff. Ça me rappelle limite un peu la Thaïlande. Évidemment, on parle pas d'escalade très complexe ou quoi, mais on parle de quand même devoir utiliser ses mains pour grimper sur des rochers, etc. Et moi, je suis en plein kiff. Encore une fois, je peux pas m'empêcher de me dire c'est bon, j'y suis. Et j'adore ça. J'adore le moment que je suis en train de vivre. C'est hyper intuitif. Dites-vous que dans ma tête, à ce moment-là, je suis en train de grimper le Mont Blanc à la frontale de nuit, après m'être entraîné 1 an pour ça. Je suis dans le flow, dans l'état le plus fluide que j'ai pu avoir de ma vie. Et c'est génial, ça me fait tellement du bien. Après cette portion de 2 heures d'escalade, on arrive au refuge du goûter. C'est le dernier vrai refuge, dans le sens où on peut manger, dormir, poser ses affaires avant le sommet. Il est à 3800 mètres d'altitude. À ce moment-là, on commence à fatiguer. Il est déjà 1 heure. Il faut se rappeler qu'on marche depuis 18 heures et qu'on a fait à peu près 30 à 40 minutes de pause grand max. Je m'enquille la meilleure canette de coca de ma vie. Je déteste le coca normalement. Et la canette que j'ai bu à ce moment-là m'a changé la vision du coca. Je bois toujours pas de coca ni rien. Bref, c'est pas important. Mais en tout cas, à ce moment-là, le sucre, mon Dieu, merci, le sucre. Ça me relance un coup de fouet et je repars en mode ok c'est bon, là je suis dedans, on peut attaquer et tout, parce que je commençais un peu à fatiguer, il est 1h du matin, et paradoxalement aussi, on voit beaucoup plus d'alpinisme en fait, parce que en général, les gens qui prévoient leur ascension, ils attaquent vers 1h, 2h pour arriver au sommet pour le lever du soleil en fait, ça paraît normal. Et donc du coup, nous on arrive, on voit tout le monde qui est tout frais, tout bien, tout bonne humeur et tout, et nous on ressemble à 2 mecs complètement explosés, 2 zombies, parce que en fait, ça fait déjà 7 heures qu'on marche et on est complètement claqué, mais on continue. À partir du moment où on sort, il y a une vraie différence dans l'environnement. Avant, on était sur les rochers, on était sur des cailloux ou quoi. Là, on sort et c'est directement dans la neige, sur la glace. C'est la première fois qu'on met les crampons, dites-vous. Il fait carrément plus froid, il y a beaucoup plus de vent, et il y a tellement de vent que on s'entend pas avec le guide. C'est-à-dire que si on veut se parler, on est obligé de se rapprocher l'un de l'autre comme si on était en boîte. Et donc à cause de l'isolement que le vent crée entre nous, en fait on se retrouve vachement seul. En tout cas pour ma part, je me suis retrouvé seul d'un coup, parce que en fait, certes tu vois la personne qui marche devant toi et tout, qui te suit, mais il faut vous se dire qu'à ce moment-là, on est à environ 5 mètres d'écart, donc il y a une corde qui nous lie, mais c'est comme si on marchait tout seul, il y a personne, vous êtes tout seul avec votre tête, avec les pensées, avec la douleur, avec tout ce qu'il y a de moche à ce moment-là dans ton corps et dans ta tête. Et c'est pas facile. Mais je kiffe. Mais je kiffe parce que je me dis... En fait, à ce moment-là, je me dis, mais c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je vis, que j'adore faire ces trucs-là. C'est pour en chier, c'est pour me dire, ok, là, je suis dedans, je suis dans le dur, je galère et tout, mais je continue parce que j'ai pas envie de m'arrêter, parce que je sais pourquoi je le fais.
Et j'adore le moment que je suis en train de vivre. J'ai l'impression de me retrouver dans le documentaire que j'ai vu 1 an plus tôt. Et ça fait tellement du bien parce que je me dis, c'est bon, là, je vais y arriver. On va monter au sommet, on va continuer comme ça, même si on va pas vite, même si, je veux dire, on prend notre temps, on fait tout ce qu'il y a à faire et on va arriver à ce sommet. Le seul problème qu'il y a, c'est que plus on avance et plus la tempête se rapproche. Et on le ressent beaucoup plus. C'est-à-dire que le vent souffle de plus en plus fort, il fait de plus en plus froid et ça rend l'ascension de plus en plus dure au final. Mais moi, j'y vois quand même un espèce de signe de lâche pas. C'est normal que plus t'avances et plus ça soit dur, ça va juste changer au bout d'un moment et tu vas y arriver. On finit par arriver au refuge Valo. Le refuge Valo, c'est pas un refuge comme on a fait avant. Le refuge Valo, c'est une maison où il n'y a rien dedans à part 3 couvertures et une poubelle où en fait les gens peuvent juste venir se mettre à l'abri du vent en attendant. C'est le dernier point de contrôle avant le Mont Blanc, mais il n'y a personne. C'est plus ou moins une espèce d'autosuffisance, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour manger, pour faire quoi que ce soit. C'est juste pour offrir un peu de répit aux grimpeurs. À ce moment-là, on est à 4300 mètres. On est censé être à 2 heures de marche du sommet. On prend une longue pause dans l'abri. Enfin, longue. On prend 20 minutes. Et le guide me demande si je veux continuer. Parce que la tempête, elle explose. C'est de pire en pire. On galère de plus en plus à marcher. Mais sauf que ça a beau être de plus en plus dur. Dans ma tête, il n'y a pas moyen que j'y arrive pas. Quand je dis que j'y arrive pas, c'est dans le sens qu'il n'y a pas moyen que j'abandonne. C'est pas possible, pas après tout ce que j'ai fait, pas après tous les sacrifices. Pas après tout ce que j'ai vécu, pas après toutes les heures d'entraînement que j'ai fait, les kilomètres que j'ai marché, couru, etc. Pour moi, à aucun moment, je vais lui dire ouais, il fait un peu froid, mais on fait demi-tour. Non, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, c'est la dernière chose qui me ferait rentrer, c'est juste qu'on me dise c'est soit tu meurs, soit tu rentres. Là, oui, ouais. Et donc, moi, je veux pas rentrer. Je lui dis, mais on continue. Il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun monde où on ne me force pas à retourner chez moi pour autre chose que pour ma vie. À ce moment-là, je sais qu'on repart pour le sommet. Alors, je mets ma GoPro sur mon torse et je me dis là, je vais avoir le plus beau lever de soleil que j'ai vu de ma vie, au plus bel endroit que j'ai vu de ma vie. Je me dis, c'est bon. Sauf qu'en repartant de l'abri Valo, ça devient n'importe quoi. Quand je vous dis n'importe quoi, c'est que je me retrouve dans une situation que j'ai jamais vécue. Je suis en pleine tempête en haute montagne, avec des rafales de vent à plus de 100 km/h. Il fait moins 30. J'arrive pas à marcher en fait. C'est simple, pour marcher, je suis obligé d'être à 4 pattes avec mon piolet, mon bâton, et je marche une main à la fois. C'est-à-dire, je mets le bâton, j'avance un pied, le piolet, j'avance un pied, comme si j'escaladais alors que je suis sur une pente, mais une pente qu'on pourrait marcher normalement à pied, quoi. J'ai pas besoin je suis pas en train d'escalader un mur, et pourtant, si je me mets juste sur mes 2 jambes, je me fais balayer par le vent et je tombe. Et ça m'arrive plusieurs fois en fait. Je me prends des balayettes par le vent et ça me fait flipper parce que en fait, à ce moment-là, on est dans le noir parce que on a juste les frontales et c'est ultra angoissant en fait l'endroit dans lequel je me trouve. Avec le vent qu'il y a, mon guide il me prête un masque de ski, comme vous avez déjà vu à plein d'endroits. Et avec la chance que j'ai, le mien se pète. Et quand en fait je dis qu'il se pète, c'est dans le sens où l'espèce de joint qui est censé faire la jonction entre le masque et ma peau ne tient plus. Ce qui fait qu'en fait il y a de la buée qui rentre. Et je me retrouve à marcher pendant probablement 10 minutes avec un masque où il y a de la buée dessus, où donc je vois rien, j'ai l'impression d'être aveugle. Je suis dans l'environnement le plus angoissant, dans le plus extrême dans lequel j'ai été, et on me prive de la vue. Et je l'enlève tout de suite, je dis mais je peux pas en fait, c'est pas possible, genre je vois pas où je marche, je vois rien. Et du coup je décide de l'enlever, ce qui est potentiellement un problème parce que en fait avec le froid, j'ai l'impression que mes yeux vont exploser. Quand je dis vont exploser, je les sens sortir, je sais pas par quel phénomène ça arrive, mais j'ai l'impression que mes yeux vont péter. Et je m'accroche en me disant ça va aller. C'est normal, faut pas lâcher. À un moment, je finis par avoir les mains qui gèlent. C'est-à-dire que j'ai plus de sang dans les mains. Et ce qu'il faut faire, en général, à ce moment-là, c'est les secouer très fort pour faire revenir le sang des membres jusque dans les mains. Et je me retrouve avec probablement l'une des douleurs les plus atroces que j'ai vécues.
Je suis plus capable de bouger mes mains, mes doigts. Et donc du coup, quand ça revient, j'ai l'impression qu'on est en train, avec une voiture, de me rouler sur la main. Et en fait, c'est une situation qui est hyper bizarre parce que le guide est là, il peut rien faire. Et je suis juste en train d'hurler de douleur dans la montagne. Et lui, il attend que ça se passe. Et je peux rien faire parce que ça me fait tellement mal que j'arrive pas à juste être en mode non, genre j'ai besoin d'extérioriser, de jure. Et en fait, en plus, on n'entend rien parce qu'avec le vent qu'il y a, c'est une scène, j'ai l'impression d'être dans un film à ce moment-là. Mais à un moment, mon guide s'arrête. Il cherche le chemin. Il finit par me regarder et il me dit « Je sais pas si on est là. » Quand mon guide me regarde et me dit qu'il sait pas si on va y arriver, j'ai un truc qui switch dans ma tête. En fait, mon guide, il m'explique tout simplement que les prochains passages qu'on doit passer sont ce qu'on appelle des arêtes. Et les arêtes, c'est un passage qui fait 20 cm de large, où il y a à peine de la place pour tes deux pieds, et où de chaque côté, c'est la vallée. C'est le vide, littéralement. Tu peux pas tomber. Si tu tombes, tu meurs. Et avec les rafales de vent qu'il y a, le guide m'explique que si on arrive à passer cette arête, à 4 pattes par exemple, ce qui pourrait arriver, c'est incroyable. Il m'explique que si on arrive à passer la deuxième arête qui est plus loin, c'est un miracle. Mais que le problème qu'on a, c'est que si on arrive à passer ça, que si par je sais quel phénomène on arrive à passer ces deux moments avec la tempête qui grandit, il n'y a aucune chance pour qu'on arrive à revenir. Parce que la tempête sera trop grande, parce qu'on verra de moins en moins, parce qu'il y aura plus de vent. Et à ce moment-là, il me dit une phrase qui me fait peur. Il me dit, si on reste bloqué au sommet, les secours ne viendront pas nous chercher. Et quand j'entends ça, quand j'entends que tout simplement, en fait, il y a une chance pour que si je décide de prendre une décision qui nous amène à la mort, ça remet pas mal de choses en perspective. Et à ce moment-là, le guide me regarde en me disant « Je suis désolé, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer, on ne peut pas monter, on peut pas... » Lui, il m'explique qu'il ne peut pas prendre le risque de grimper déjà pour lui et pour moi parce qu'il est responsable de moi. Et il me dit qu'en vrai, il me dit « Je pense que si on continue tout droit, on ne fait pas 20 mètres avant de mourir. » Et donc à ce moment-là, il me dit qu'on doit faire demi-tour. Juste avant de partir, j'ai le réflexe de lui demander à quelle hauteur on est pour connaître l'altitude à laquelle on sera monté. Il me montre sa montre qu'il a au poignet. Le cadran, il affiche 4600 mètres, à 200 mètres du sommet. Et on fait demi-tour. La redescente, elle est très particulière parce que après ce moment, après tout ce que je viens de vivre, je suis à bout physiquement. Je viens de me rendre compte que la raison pour laquelle j'avais fait tout ça, elle m'a été retirée. La récompense que j'attendais m'a été retirée. En plus, j'y peux rien. Je veux dire, c'est pas moi qui ai décidé d'abandonner. Je peux pas m'en vouloir à moi-même. Je peux en vouloir à personne. C'est juste que c'est comme ça. Et du coup, je suis dans un état lamentable. En fait, j'en peux plus. Ça fait des heures qu'on marche. Je suis à bout. Et c'est dur. Pour le coup, c'est dur de redescendre, de refaire tout le chemin inverse. Et de se dire qu'on n'est même pas arrivé au sommet en fait. Pour la petite anecdote, quand on repasse par les refuges, à un moment on fait une pause. Je me retrouve à parler avec une des serveuses qui travaille dans le refuge et qui me demande ce qu'on a fait, etc. Et donc je lui explique qu'on est monté jusqu'à 4600 mètres. Et je vois sa tête qui me regarde mais ultra flippée et un mélange de surprise et de peur. Et elle me dit 4600 mètres, mais vous êtes des malades avec ce temps-là. C'était du suicide. Et moi, à ce moment-là, je me rends pas compte, en fait, parce que moi, dans ma tête, on est juste monté et on a dû redescendre parce que trop dangereux. Mais ce que je sais pas encore à ce moment-là, et ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, il y a personne qui est monté plus haut que nous ce soir-là. Il y a personne qui est allé après, parce qu'on en a reparlé, et j'en ai reparlé avec mon guide. Il y a personne qui a pu faire le sommet ce jour-là, et il y a personne qui est monté plus haut que nous, parce que en redescendant, tout le monde faisait demi-tour. Les gens, ils s'arrêtaient parce que c'était une tempête, je veux dire, c'était très... Je sais pas comment expliquer, c'était extrême. Bref, après, au final, 18 heures d'effort,
Je finis par rentrer à midi, 13h, quelque chose comme ça. Je suis pas mal bouleversé. Je comprends pas trop. Et c'est comme ça que se termine mon ascension du Mont Blanc. Alors maintenant, ce que j'ai pensé de ça, le retour de tout ça, en fait, j'ai compris dans ce projet énormément de choses sur le plan perso, sur le plan sportif, sur le plan... sur tous les plans. En fait, le premier truc que j'ai compris déjà, c'est le fait de lâcher prise. C'est le fait de se rendre compte que des fois, il y a des événements dans la vie sur lesquels t'as aucun contrôle en fait. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant ou quoi, mais il n'y a que ta réaction que tu contrôles. Et du coup, je me souviens avoir discuté avec ma mère de ce truc-là en repartant de Chamonix, où elle me disait « Ah, mais c'est un signe, si t'es pas monté, ça veut dire que c'est pour une prochaine fois, etc. » Et je lui ai dit « Moi, je pense pas. Je pense que j'ai juste pas eu de chance. Je pense que c'est juste... je savais qu'il y avait un risque que je puisse pas y arriver. Je savais que ça serait un scénario probable et j'ai décidé de prendre ce risque-là. Mais je pense qu'il y a rien à voir avec le fait qu'il y ait un sens ou quoi là-dedans. Je pense juste que, en fait, c'est arrivé et il faut le prendre comme c'est, quoi. Et du coup, en fait, il y a plein de choses qui sont comme ça, en fait, qui vont finir par t'arriver. Et tu vas avoir plein de moments où, je pense, dans ta vie, où tu vas vivre des choses qui sont dures ou qui sont géniales ou qui sont bizarres ou quoi que ce soit et où tu pourras rien de particulier, en fait. Donc forcément, quand tu kiffes, c'est bien, mais quand parfois c'est des trucs comme ça, c'est plus compliqué de réaliser et de se dire, ok, en fait, qu'est-ce que je fais avec ce qui vient de m'arriver là? Maintenant, je pense que ce que j'ai aimé le plus, ça a été la préparation. La préparation, en particulier la période que j'ai vécue dans les Alpes, et même en vrai, si je dois reprendre tout ce changement de vie que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé et fait et appris et compris, tout ça, je le dois à ce projet. Et j'ai pas envie de rentrer dans un truc de ce projet a changé ma vie et tout, mais en fait, ça serait difficile de dire le contraire. Parce que c'est la vérité, ce projet-là, il a changé ma vie. Et quand je pense que, maintenant, ça fait 2 ans, mais il y a 2 ans, je travaillais dans un bureau où je faisais du sport en rentrant le soir et je rêvais de faire des aventures comme ça, que je pouvais vivre le week-end ou des trucs. Et aujourd'hui, le fait de savoir que je peux le faire, ça n'a pas de prix en fait. Et ça m'a surtout apporté beaucoup de paix avec moi-même, de me dire tout ce que je fais aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais et je sais que c'est une raison qui me tient à cœur et ça me rend le plus heureux du monde. Maintenant, sur le plan sportif, j'ai appris des choses incroyables. Je veux dire, j'ai vécu l'ascension du plus haut sommet d'Europe, donc t'apprends forcément des trucs. Et ça, c'était trop chouette, et je m'en doutais, et c'était aussi pour ça que j'y allais, parce que j'adore me retrouver dans un nouvel environnement comme ça, que je connais pas, et c'était un pur bonheur. C'était vraiment génial, et ça me donne envie que d'une chose, c'est de revivre des expériences comme ça. J'ai compris aussi l'importance de certaines choses. Enfin, c'est des trucs débiles, mais par exemple, quand tu te retrouves pour la première fois de ta vie à avoir l'impression que tu vas mourir, tu vois les choses pas mal différemment sur pas mal d'aspects en fait. Quand tu redescends en bas, il y a pas grand chose qui te paraît si grave que ça en fait. Et alors, j'ai pas c'est bizarre à dire parce que je me suis pas retrouvé avec un couteau sous la gorge. Mais je me suis retrouvé dans une situation où je me suis dit, là en fait, à tout moment, genre en prenant une rafale ou un truc comme ça, je peux tomber et c'est fini quoi. Maintenant, je pense que à travers tout ce que j'ai vécu et toute l'expérience que j'ai eue, je pense qu'il y a pas mal de choses à retenir, surtout sur la globalité du projet. S'il y a un truc à retenir, il faut aller au bout. Faut se donner les moyens, il faut y croire. Faut pas avoir peur de rêver trop grand ou quoi. Les rêves, ils sont faits pour être énormes, ils sont faits pour faire peur, ils sont faits pour te faire douter, etc. Et je pense que c'est ça qui en général, te fait dire que c'est quelque chose que tu devrais faire, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'en général, quand t'as peur de quelque chose, tu devrais aller tenter d'y aller. Sauf si t'as peur de mourir, par exemple. Ça, non. Mais je pense qu'il faut faire cette chose qu'on a au fond de nous, qu'on pense et qu'on sait, si on sait vraiment parler avec nous-mêmes et y réfléchir, qu'on sait qu'on devrait faire.
et qui fait peur. Mais en général, une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que c'est probablement l'une des meilleures décisions que tu as pu faire. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, moi, c'est une des plus grosses leçons que j'ai apprises. Et je pense que ça a probablement pas mal influé le Mont Blanc parce que à aucun moment je me suis dit ah non, le Mont Blanc, non, c'est trop grand, je peux pas y aller. Je me suis dit ah ouais, c'est trop grand, je vais y aller. Et je pense qu'il faut jamais avoir peur de rêver trop grand et juste de faire ce qu'on aime. Donc j'espère que ça aura pu t'aider un minimum et te donner peut-être envie de faire des choses qui te plaisent depuis longtemps. J'ai un nombre incroyable de gens que je dois remercier, je pense, parce que la vérité c'est que je pourrais faire genre ouais, j'ai fait ce projet tout seul ou quoi, mais rien du tout. Je veux dire, à l'échelle du projet depuis le début à la fin, j'ai un nombre incalculable de personnes à remercier. En fait, c'est assez fou de se dire que c'est ce que je peux faire maintenant et que je me sens tellement reconnaissant d'avoir la chance d'avoir pu vivre ça grâce à mes amis, à ma famille, à tous les gens qui ont été importants pour moi à ce moment-là. Et merci en fait de m'avoir permis de réaliser mon rêve. Et parce que la vérité c'est que j'ai beau essayer de vouloir partager tous ces trucs-là et tout, dire c'est pas possible sans la personne que tu es là, toi, qui me regarde. Donc merci aussi à toi. Alors maintenant, il y a aussi quelque chose dont il faut parler pour terminer cette vidéo. Parce que, on est d'accord, je suis arrivé à 4600 mètres. Dans ma tête, le Mont Blanc, il n'est pas fini. Pour la simple et bonne raison que si je dis à quelqu'un, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, qui me dit « Ah ouais, c'était comment le sommet ?» Je peux pas répondre. Et juste pour cette raison-là, je vais y retourner. Je vais y retourner, je le sais, je vais le faire. Et ça sera probablement une des expériences les plus folles parce que je pense que ça aura pas de prix de vivre ça. Mais je vais faire. Je vais y retourner. Je sais pas encore quand. Je sais pas si ça sera l'année prochaine. Mais je vais y retourner. Parce que je suis content de ce que j'ai fait. Hein. Mais c'est pas fini. Et moi, quand j'ai dit que j'allais faire le Mont Blanc, j'ai pas dit que j'allais monter à 4600 mètres. Donc, je vous laisse là-dessus. Et on se dit à bientôt pour la partie 2 de j'ai enfin réussi à faire le Mont Blanc. Ouais. Ciao. Bisous.